Bonjour Jean-Charles, je suis très contente de passer ce moment avec toi. Bonjour Isabelle, moi aussi c'est toujours plaisant d'échanger ensemble. Bon, et cette fois, on va pouvoir parler un petit peu plus de toi, parce que c'est vrai qu'habituellement, tu prends du temps pour écouter les autres. Et ben là, pour une fois, on va prendre un temps pour t'écouter un peu et s'intéresser à ton parcours, à ce qui t'a amené à aller vers l'hypnose spirituelle et puis ce qui t'a amené vers cet institut-là, international d'hypnose spirituelle dont je fais partie et que je trouve absolument passionnant. Donc, on va prendre un temps maintenant pour savoir un peu, si tu veux bien, on va commencer par que tu nous parles un petit peu de ton parcours avant l'hypnose spirituelle. Ouais, ben moi en fait, avant que je rencontre l'hypnose spirituelle, j'ai fait une maîtrise en éducation à l'université de Moncton, puis après ça je suis parti en Chine, j'ai resté presque 5 ans en Chine. Je faisais de la formation en entreprise là-bas et à un moment donné, ben tu sais, j'avais vraiment un travail qui était passionnant, c'était le fun. J'avais carte blanche pour créer les formations que je souhaitais, excuse-moi. Mais à un moment donné, c'est comme si j'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose dans mon travail. Puis avec le recul, ce que je trouvais qui manquait, c'était vraiment la dimension spirituelle. Parce que j'avais eu une expérience quand j'étais jeune de sortie de corps. On aura peut-être la chance d'en reparler plus tard. Mais pour moi, ça avait été significatif. Et là, ben, je cherchais quelque chose comment intégrer cette dimension spirituelle-là. Mais je me dis, bon, ben, comment faire? Parce que là, je faisais de la formation en entreprise. Donc, j'ai laissé ça de côté. Je me suis dit, bon, satisfais-toi de ton travail. Il n'y a rien, il n'y a pas de travail parfait. Je me disais, tu as quand même des beaux avantages, ça se passe bien. Donc, je laisse ça de côté et je retourne visiter mes parents comme je faisais à peu près tous les ans et demi, quelque chose comme ça. Et puis quand je suis allé au sous-sol, j'avais stocké des trucs, donc je suis allé chercher dans une étagère. Et quand j'ai été dans l'étagère pour aller dans une boîte, complètement à gauche de l'étagère, ben, il y a un livre qui est tombé à terre. Et c'était le livre du docteur Michael Newton, Un autre corps pour mon âme. Et j'avais aucune idée c'était quoi ce livre-là. C'était pas un de mes livres à moi. J'ai demandé à ma mère, mes parents ne savent pas d'où ils viennent non plus. À ce jour, ça demeure un mystère. On présuppose que c'est une amie de ma mère, évidemment, qui a dû lui donner ça. Mais tout est finalement, c'est comme ça que j'ai rencontré le livre de Newton. Et quand j'ai commencé à feuilleter un petit peu les livres, puis que j'ai vu c'était à quel sujet, ça a vraiment fait un déclic à l'intérieur de moi. En fait, ça a vraiment fait comme c'est ça que je veux faire. C'est comme ça que je vais pouvoir intégrer la dimension spirituelle sans être l'enseignant, mais en étant plus un facilitateur. Et c'est ça qui a résonné pour moi beaucoup à ce moment-là. Sur le coup, je me disais, bon, je ferai ça plus tard quand je serai plus vieux vers la fin de ma carrière, mais la vie en a décidé autrement. Donc, c'est comme ça que ça a été mon tout premier contact avec l'hypnose spirituelle. Mm. Donc ça, c'est le premier contact avec l'hypnose spirituelle. Et comment est-ce que tu en es arrivé à en faire ton métier? Ouais, ben en fait, au début, quand j'ai découvert ça, pour moi, bon, je me disais, c'est vraiment ça que je veux faire. Et là, euh, bon, j'étais en Chine, puis après ça, comme je mentionnais, je faisais le travail là-bas, mais il s'est passé quelque chose en Chine que j'ai eu un problème de visa et là, je raconterai pas toute l'histoire parce que c'est très long, mais au final, il a fallu que je revienne très rapidement au Canada parce qu'il y a eu un problème de visa. Et, et là, ben, j'étais un peu mal pris, en fait, parce que je me disais, bon, c'était une transition non planifiée. Je suis retourné chez mes parents. Donc, il a fallu que je quitte la Chine en temps de 2 jours, en fait. J'avais 2 jours pour quitter la Chine. Donc, ça avait suscité aussi beaucoup de crainte et aussi de colère aussi en moi envers l'agent qui avait fait l'erreur. Et bon, tu me connais, je suis pas quelqu'un de très colérique à la base, mais ça m'avait vraiment déclenché et ça l'a même déclenché une maladie auto-immune par la suite. Parce que là, je me disais, bon, qu'est-ce que je fais? Fait que là, j'avais décidé de faire une maîtrise en développement organisationnel. Je me dis, je vais faire quelque chose qui ressemble à ce que je faisais en Chine. Ça va être plus facile. Fait que j'ai réussi à rentrer là-dedans. Mais assez rapidement, j'ai commencé à avoir des douleurs et là, ça allait pas. Puis j'ai consulté, puis là, je raccourcis l'histoire, mais j'ai été diagnostiqué de sclérodermie.
Ça a duré un bon moment. J'ai réussi à m'en sortir en faisant, entre autres, bon, je prenais des médicaments qu'ils m'ont donnés, mais le médecin s'attendait pas à ça, en fait, parce que d'habitude, cette maladie auto-immune-là ne se rétablit pas vraiment. Donc, fait que ça a été... Je faisais de la méditation, de l'auto-hypnose, du qigong. Et à l'intérieur de 2 mois à peu près, j'ai retrouvé la grande majorité de mes facultés. Bon, encore aujourd'hui, j'ai un petit peu des vestiges, comme quand je mets mes mains, ça ferme pas complètement, mes lèvres sont amincies, des petits trucs comme ça. Mais tu sais, j'ai vécu, là, j'ai survécu. Fait que pour moi, c'est waouh, merci la vie, hein. Et mais par la suite, c'est bon, OK, qu'est-ce que je fais maintenant? Puis le docteur disait: «Fais pas quelque chose qui est trop stressant parce que le stress, ça peut justement, déclencher davantage des crises». Fait que là, je me disais: «Bon, qu'est-ce que je peux faire?» Puis là, je me suis dit: «Ben, je pourrais faire l'hypnose spirituelle». Fait que là, j'étais allé, donc j'ai suivi une formation et j'ai commencé à pratiquer un petit peu et c'est là puis avant de suivre la formation, faut dire ça aussi, c'est quand même important, heu, quand j'étais en Chine, bon, je vivais bien, puis pour moi, bon, l'argent, c'était fait pour dépenser. Fait que je n'avais pas accumulé tant que ça de là dans mon compte de banque. Et donc quand j'étais dans le retour, puis après ça, bien évidemment, j'ai dépensé pas mal parce que j'allais voir des médecins, des acupuncteurs, j'essaie de faire plein de choses, hein, pour m'aider, sur le plan de la santé. Et là, quand est venue cette formation-là, c'était avec Linda Bachman. Ça a été la 1re que j'ai faite, qui avait étudié avec Newton, OK, donc celui qui a fait le livre que j'ai mentionné tantôt. Et donc, j'ai regardé pour ça et si j'allais là-bas, ben, au retour, j'aurais pu être sur l'aide sociale. L'investissement que ça demandait, ben, c'était comme de dire: «Bon, ben, je mets tout, puis après ça, je fais confiance à la vie». Puis moi, à ce moment-là, j'étais pas quelqu'un qui demandait tant que ça aux amis de l'autre côté de l'aide, mais là, je me suis dit: «Si vous voulez que ça fonctionne, arrangez-vous pour que j'aie des clients», tu sais? Et là, j'ai fait le saut, j'ai investi. Même là-bas, je pouvais même pas rester à l'hôtel. Je faisais du couchsurfing. J'habitais chez l'habitant pour pouvoir sauver des sous. Et puis là, je suis revenu et là, j'ai commencé à faire des séances et graduellement, ça s'est développé même assez rapidement. Je commençais à avoir une file d'attente et là, ça a développé. Et c'est là qu'à un moment donné, c'est venu clair en moi, vu qu'au niveau francophone, parce qu'il faut savoir à ce moment-là, euh, l'hypnose spirituelle au niveau francophone, il n'y avait pas grand-chose. Moi, j'allais sur Google, je marquais hypnose spirituelle et je trouvais rien. Donc, et là, ben moi, je portais ça en moi. Pour moi, c'était clair que je voulais transmettre ça, aider au niveau francophone à diffuser ces enseignements-là parce que je voyais que c'était très aidant. Donc, c'est comme ça que j'en suis venu même donc à la création de l'Institut éventuellement. Et tu te souviens de tes premières expériences ou pas? Oui, en fait, moi, il faut savoir que j'étais pas un très bon sujet d'hypnose à la base parce que moi, comme je le raconte parfois, quand c'est devenu clair pour moi que je voulais faire ce type de travail-là, je me disais: «Ben, il faut que je vive l'expérience». Parce qu'à un moment donné, ben, on va m'interviewer à quelque part, puis on va me poser la question: «Ben, et toi?» Puis j'étais là, je dis: «Mais je peux pas ne pas avoir de réponse à ça», tu sais? Fait que là, j'allais voir des personnes, mais ça fonctionnait pas. Ça a pris 3-4 fois avant que ça fonctionne. En fait, c'est la 4e fois que ça avait fonctionné. Mais avec le recul, c'était dans la formation de Linda Bachman, d'ailleurs, que j'ai mentionné tantôt. Et avec le recul, c'est là que j'ai vraiment compris, en fait, que c'était ma compréhension qui n'était pas juste aussi, autant de mon rôle que la compréhension du processus. Parce que moi, je me disais: «Je veux être je veux pas mentir, je vais juste dire les choses, je suis certain». Tu sais, je veux pas, puis et on sait dans ce processus-là que parfois, ben, ça commence, des perceptions vagues, puis il faut mentionner, puis faire confiance. Mais ça, je le savais pas à ce moment-là. Fait que moi, je disais rien tant que j'avais pas, dans ma tête, ça devait être même 3D surround et ça ne s'est pas passé comme ça. Et mais ceci dit, quand j'ai fait la séance avec Linda, pas avec Linda, mais à la formation de Linda, j'avais demandé à Linda quand même, je lui ai dit: «Écoute, peux-tu ne pas être trop loin si jamais ça fonctionne pas ou il y a de la misère parce que faut que je vive l'expérience, ça se peut pas, tu sais?» Fait que là, elle a dit: «OK». Puis là, j'ai été jumelé avec une personne qui était déjà hypnothérapeute, donc ça m'avait rassuré un peu, donc elle partait pas de zéro. Et là, on commence, elle fait l'induction, puis très honnêtement, je ne pensais pas que ça allait marcher. Et puis là,
mais je suivais les instructions, tu sais, je faisais de mon mieux. Tu sais, j'étais sincère dans ma démarche, mais intérieurement, je me disais, mais là, pourquoi ça marcherait, blablabla, blablabla. Et là, on arrive dans la vie antérieure. Première impression, être à l'intérieur, à l'extérieur, rien. J'étais pas surpris parce que je m'attendais un peu à ça. Mais là, je me suis dit, bon, jouons le jeu. Si j'avais à choisir entre intérieur et l'extérieur, ça serait lequel? Ah, à l'extérieur, OK. Es-tu debout, assis, couché? Debout. Est-ce que tu es seul avec d'autres? Seul. Puis là, elle posait les questions, puis là, ça commençait à émerger. Et c'est là que j'ai compris comment le processus fonctionnait, parce que je remarquais que moins j'attendais avant de nommer ce qui émergeait, moins j'avais de temps d'analyse, et plus que ça facilitait les informations à venir par la suite. Et à un moment donné, ben, parce que au début, j'avais aucun visuel, j'avais rien. Puis à un moment donné, j'ai eu un flash que je me suis perçu. J'avais comme la perception d'avoir une barbe brune, que je boitais. J'avais le sentiment que j'allais annoncer à une femme que j'étais un messager, que son mari était mort à la guerre. Et, euh, et je me rappelle, j'avais pas de douleur, je sentais que c'était une blessure de guerre. Donc, mais tout ça, j'avais eu un flash. Je sentais aussi qu'il y avait un château. Je me sentais que j'étais en France. J'avais aucun indice, c'était vraiment purement intuitif. Et c'est là que j'ai commencé des fois à avoir un flash. J'ai ressenti des émotions aussi. Et j'ai aussi vécu par la suite, après le message, j'ai eu la sensation de me faire attaquer dans une forêt. Et après ça, de contacter les guides. Et pour moi, ça a été vraiment un moment significatif parce que quand j'ai contacté, euh, je m'attendais, moi, dans ma croyance, tu sais, que les guides, c'est très solennel, puis, et là, je sentais vraiment que c'était très amical, très, même si je sentais qu'ils étaient beaucoup plus sages, mais c'était pas hiérarchique, tu sais. Et je sentais qu'il y avait beaucoup d'humour, en fait, ce qui m'a surpris, parce qu'à ce moment-là, je ne pensais pas que de l'autre côté, il y avait un sens de l'humour, ce qu'on découvre assez rapidement quand on fait ce type de séance-là. Et et pour moi, ça a été significatif et c'est drôle parce que ça leur ressemblait aussi un petit peu dans l'état, à ce moment-là, ce que j'avais vécu quand j'avais eu ma sortie de corps, un sentiment d'être plus que qui j'étais, de savoir la meilleure façon de l'exprimer, c'est le sentiment de savoir plein de choses sans savoir ce que je sais. C'est comme ça que je l'expérimentais et puis j'ai senti avec les guides, ça a pas été, une longue communication, mais ce qui a été significatif pour moi, c'est qu'à un moment donné, j'ai ressenti comme une sorte de ce que je pouvais interpréter comme une sorte de téléchargement, en fait. Je sentais que, tu sais, mes paupières faisaient là, j'avais l'impression que j'avais aucune idée c'était quoi. J'avais l'impression que c'était peut-être relié à ce que j'allais faire par la suite, mais aucune idée. Je peux pas le savoir vraiment, même encore à ce jour. Mais ça a été ma première expérience par la suite, ben, la première expérience que j'ai pu vivre finalement. Mmh. Et là, tu viens d'évoquer la première, enfin la fois où tu as fait une sortie de corps. Peut-être tu peux en dire deux, trois mots si Oui, tu veux. oui, c'est vrai. Mmh. Dans le fond, moi, j'avais 16 ans et pour ceux qui écoutent, je sais que tu connais Daniel Meroy. Ceux qui écoutent, si vous connaissez pas, c'est vraiment un auteur en spiritualité qui est très significatif, en tout cas, à mon cœur. Et Daniel, quand il fait ses expériences, ben, il a maîtrisé la sortie de corps. Donc moi, je lisais ses livres, puis je me dis: «J'aimerais ça vivre ça moi aussi». Donc je suis allé chercher un livre, ça s'appelait, La projection du corps astral de Sylvan Muldoon et Howard Carrington, si je me rappelle bien. Et il y avait un exercice dans le livre que j'ai pratiqué toute la journée et heu et le soir, il y avait de la visualisation, c'était quand même assez long, c'était relié avec de l'eau, de pas boire d'eau de la journée pour stresser le corps pour que la nuit aille chercher de l'eau. Bref, j'irai pas dans les détails, mais ceci dit, je me couche le soir et en plein milieu de la nuit, je commence à être conscient alors que je suis en train de tourner autour de mon corps. Et là, j'étais vraiment semi-conscient parce que c'était jusqu'à un moment donné, je me suis dit: «Voyons, ça a pas de sens ça, tourner alentour de son corps». Puis là, je suis retombé dans mon corps et j'étais pas capable de bouger mon corps puis je me rappelais dans le livre que quand il y avait une sortie de corps, ben, il y avait ces phénomènes-là, hein. Fait que je me suis dit: «Bon, ben, c'est normal, tu pas à t'inquiéter». Et là, fait que je ferme les yeux, j'attends, puis je me rappelle mon cœur battait très, très fort. Puis à un moment donné, ça a recommencé, puis il y avait un bourdonnement aussi que je me rappelle qui venait avec ça. Puis là, je tournais, puis je me rappelle, je passais à travers le réveil matin sur le côté.
Puis, à un moment donné, j'ai entendu comme deux épées. Ça fait comme un schling. Et là, je me suis retrouvé à l'extérieur du corps. Et ça a été vraiment à ce moment-là, puis c'est drôle parce que je me rappelle la toute première réflexion, je me suis dit, c'est pas ah cool, ça a fonctionné comme aurait pu être normalement. Ça a été ah là j'en suis conscient. Comme si c'est quelque chose qu'on faisait, mais que là je Mmh. prenais conscience. Et ce que j'ai remarqué, puis j'ai nommé aussi tantôt, c'était vraiment le sentiment de d'être plus que qui j'étais. Je me sentais pas Jean-Charles de 16 ans, vraiment. J'avais l'impression de savoir plus, mais j'avais pas d'autres informations, mais je percevais tout était bleuté, il y avait le corps qui était là. Et je suis allé dans la cuisine parce que j'ai suivi un petit peu ma visualisation, parce que j'avais mis un verre d'eau dans la cuisine. Fait que j'ai dit, bon, ben, je vais faire le trajet que j'avais pratiqué. Et là, j'y vais, je passe à travers la porte. Je me rappelle la sensation un petit peu, un léger sensation de passer à travers quelque chose, en tout cas assez pour que ça attire mon attention. Après ça, je m'en vais dans la cuisine et là, je viens pour saisir le verre d'eau, évidemment, c'est le verre d'eau physique, fait que le verre d'eau physique ne bougeait pas, mais dans la visualisation, c'était ça. Et là, je me suis retrouvé transporté dans ce qui semblait être une sorte d'hôpital dans l'astral, hein, je voyais qu'il y avait des membres de ma famille qui étaient là et j'avais été invité par une sorte de médecin. En tout cas, il me l'a pas dit, mais c'est ce qui me semblait être. Heu, puis, heu, puis je me rappelle, il me parlait, puis il avait des yeux plus gros que la majorité des gens. Des fois, ça attirait plus mon attention que ce qu'il disait et puis j'ai oublié, il y avait vraiment de la bienveillance, tu sais, ce qui sortait de là. Puis j'ai oublié pas mal tout ce qu'il m'a mentionné, mais il y a une chose, en fait 2 choses, mais une que je peux partager, qui m'est restée, c'est il m'a dit: Ta mère va être malade, mais fais-toi-en pas, ça va être OK». Fait que là, j'étais là, j'ai dit: «Ah, OK, pourtant ma mère, pas de souci». Fait que là, et après ça, j'ai eu la sensation de retomber dans mon corps, fou! Et là, je me rappelle, j'ai regardé le meuble à côté, puis là, je me suis dit: «Ne pense jamais que c'était un rêve». Tu sais, je me suis tout de suite dit: «Ça, c'était important ça». Puis encore à ce jour, tu sais, j'ai fait des rêves lucides, puis je vois la différence et et le lendemain matin, il a fallu appeler l'ambulance pour que ma mère aille à l'hôpital parce qu'elle avait une pierre au foie, puis c'était trop douloureux, puis c'est arrivé alors qu'il y avait pas de signaux. Fait que moi, je me suis dit j'ai vu ça, j'ai interprété ça comme un petit signe, un petit clin d'œil de l'autre côté, dire: «Ben, voici, c'était pas dans juste ton imagination, tout ça». Et pour moi, ça a été vraiment le départ parce que c'est là que j'ai compris de façon expérientielle qu'il y avait un autre côté, qu'il y avait un ailleurs, que c'est pas juste, des trucs comme ça qu'on lit, mais que j'ai goûté. Ça a été ma seule expérience significative, hein, j'en ai pas eu d'autres par la suite, mais ça a été assez pour justement commencer mon ouverture sur le plan spirituel. Ouais, c'est vraiment important ça. Le fait de souligner là que c'est de ton expérience que tu as pu sentir, percevoir toi-même et que c'est ça qui a attisé au fond ta soif, ta compréhension aussi. Pas juste une Oui, compréhension intellectuelle, hein. C'est bien que ce soit intéressant aussi intellectuellement. Là, c'est du vécu et les régressions aussi, à partir du moment où tu as commencé à entrer dans le processus, tu as pu vivre aussi toi-même. Donc il y a quelque chose du ressenti, du vécu oui, qui permet à ce qu'on relie ces expériences avec une compréhension un petit peu plus riche. Et tu as oui. étudié, du coup avec qui? Oui, donc en fait, moi, quand c'est devenu clair dans ma tête que je voulais faire ce type de travail-là, je me suis dit: «Bon, si je veux devenir un expert, je vais étudier avec les experts dans le domaine, c'est la meilleure façon, hein». Fait que je me suis dit, bon, ben, j'ai étudié avec, comme j'ai mentionné, Linda Bachman, ça a été au départ. Éventuellement, j'ai étudié avec Dolores Cannon, Brian Weiss, le psychiatre américain, qui est quand même très connu aussi, Dr. Michael Newton, qu'on a mentionné aussi, et d'autres, Tom Silver, puis qui est pas connu du tout en francophonie, bon, aux États-Unis, quand même assez connu. Et j'ai trouvé des formats. En fait, j'ai tout fait, tout cherché ce que je pouvais trouver sur le domaine et à ce moment-là, ben, c'est là que j'ai, bâti notre première approche à l'IHS. Donc c'était fondé sur les forces de ces approches-là. Je me suis dit: «Bon, moi, j'allais chercher les pépites d'or, puis je vais faire quelque chose qui rassemble que ça. Comme ça va éviter aux personnes de devoir faire tout ce que moi j'ai fait pour avoir quelque chose qui rassemble l'essentiel». Fait que c'était ça, je me suis dit, que je vais faire. Donc ça a été la première version, si on veut, qu'on a mis sur pied. Après ça, heu
moi, ce qui me passionnait vraiment, c'était vraiment au-delà des belles expériences touchantes que je pouvais voir, c'était que ça change quelque chose dans la vie des gens. Parce que je voyais que des fois, il y en a qui vivaient des belles expériences, ça changeait rien dans leur vie. Il y en a d'autres qui en vivaient des belles, puis ça changeait quelque chose. Puis là, je me disais, ah, OK, c'est quoi? Puis à un moment donné, ben, c'est arrivé assez clair, c'est des prises de conscience des fois que les gens vivent ou des vécus, des fois quand il y avait de l'amour inconditionnel. Il y avait différentes choses qui étaient vécues. Puis là, j'ai commencé à justement dresser un petit peu un éventail de différentes questions qu'on peut faire et c'est là qu'est né ce qu'on a appelé le processus d'intégration. On l'appelait transmutation à ce moment-là. Le processus d'intégration, donc c'est différentes questions. Je me suis aussi beaucoup intéressé aux neurosciences. Les neurosciences du changement, qu'est-ce qu'on peut poser des questions qui font que le cerveau, ben, il change dans le temps, hein? Comment les apprentissages peuvent être durables. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à tricoter jusqu'à temps que, ben, que je te rencontre, en fait, par la suite. Et c'est là qu'avec ton background, ben, toi, tu as pris tout ce que moi j'avais monté, puis qu'avec aussi d'autres formateurs, on avait développé. Et avec ton background, ben, tu as réussi à faire des contributions, puis améliorer certaines choses à d'autres niveaux, tant sur le plan thérapeutique, le plan de l'accompagnement, et à d'autres choses que j'avais pas pu parce que moi, j'avais pas le background. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis vraiment très content de ce qu'on a parce que de tout ce que j'ai lu sur le sujet, il y a beaucoup de choses qu'on enseigne à travers la formation aujourd'hui que j'ai pas lu ailleurs et que je trouve ça super, super le fun. Et du coup, dans les autres formations que tu as suivies, il n'y avait pas de processus d'intégration? Il y avait quelque chose de Ah, c'était simple, mais c'était plus un mais processus. c'est vrai? Oui, oui, oui. Oui, 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 Ah, mais c'était pas approfondi, puis il manquait beaucoup de choses, selon évidemment selon les formations. Hem, sur le plan de l'éthique, il manquait ça, mais sur le plan de l'intégration, c'était bien. Puis à quelque part, j'ai le goût de dire c'était normal parce qu'il était au début, tu sais? Tu sais, ouais, fait que d'accord. il commençait puis, fait que, tu sais, ce que j'ai trouvé qui était le plus développé, c'était vraiment Newton. Newton, d'accord. Dolores, à ce niveau-là, Brian Weiss, c'était un petit peu plus sommaire. Peut-être que ça s'est amélioré depuis, hein, je partage juste moi quand j'ai étudié, mais c'est vraiment, ouais, ces aspects-là, puis vraiment développer pour que ça se transforme en changement concret dans la vie, en des nouveaux comportements. Au final, hein, c'était un petit peu ça, que moi je trouvais passionnant au-delà de parce que c'est ça, puis aussi c'est important de le mentionner, c'était pas rare que j'avais des personnes qui venaient me voir, tu sais, puis qui me disaient, tu sais, ils prenaient rendez-vous avec moi, puis ils me disaient: «J'ai fait une séance avec telle personne, c'était super le fun, mais ça a rien changé dans ma vie». Et c'est là que moi je me disais: «Mais c'est dommage, tu sais, ça peut être tellement porteur, je le sens». Fait que c'était vraiment ça ma passion du départ de comment faire et c'est pour ça que j'étais si content qu'on s'est rencontrés parce que tu as développé davantage ces aspects-là aussi. Ouais. Et pour l'assumer publiquement, c'était comment pour toi, à l'époque? Ouais, c'était, ça au début, bon, c'est sûr, c'est bizarre parce que déjà quand on parle d'hypnose, tu bizarre. Fait que là, quand tu parles d'hypnose spirituelle, tu Ça me doublement bizarre rajoute. aux yeux de plusieurs personnes. Mais Mmh. mais ça a été mieux que je pensais, en fait. Je pensais que j'allais être plus dénigré, ou qu'on allait rire de moi. Heu, c'était soit, bon, si je rencontrais des personnes puis que ça cliquait pas, ben, les personnes changeaient de sujet. Donc c'était pas et mais ce que j'ai découvert, c'est qu'il y avait beaucoup plus de curiosité. En fait, les gens posaient des questions et ça, j'ai remarqué vraiment au fil du temps plus que, tu sais, si on retourne, v'là, c'était 2008 ma première formation, fait que, tu sais, dans ce temps-là, c'était moins populaire et fait que c'est encore plus étrange aujourd'hui, c'est vraiment plus la même situation mais à ce moment-là, ça m'a demandé un petit temps d'ajustement quand j'en parlais, mais en fait, c'est venu vraiment naturel parce que ben, quand on l'assume, puis on voit, tu sais, que c'est aidant, puis que la personne puis qu'on est ouvert à répondre aux questions parce que tout pour moi, c'était tu sais, je suis très rationnel, fait que j'essayais pas de convaincre les personnes, j'essayais juste d'expliquer, puis de dire: «Ben, écoute, tu sais, moi, ce que je vois, c'est que ça aide. Après, si tu crois pas, ben, c'est parfaitement OK, hein». J'étais pas dans une perspective de croisade, de dire: «OK, maintenant, je vais
convertir les gens, c'est l'hypnose spirituelle la solution, c'est ben non. Moi, ça me passionne et je vais faire ce que je peux pour le développer. Et après ça, ben, les autres en font ce qu'ils veulent, hein. Intéressant le terme aussi de croire justement, parce que au fond, on pourrait dire si quelqu'un juste en t'écoutant croit, bah quelque part on n'a pas rejoint la compréhension réelle de la personne. L'expérience lui permettra de comprendre, mais croire, ça sert pas finalement à grand chose. Bon, c'est intéressant aussi, mais c'est pas du tout le travail qu'on fait. C'est-à-dire comprendre, explorer, c'est loin de croire. C'est un autre savoir finalement qui est plus Oui, interne et pas mental. Donc, ouais, intéressant et donc autour de toi, ouais. est-ce que tu as rencontré des résistances, plus fortes ou pas? Ou c'était donc plus des intérêts comme ça qui trouvaient ou parfois il y a eu d'autres Non, résistances? ouais, non, j'ai pas vraiment eu tant Ouais. de résistance, même dans toutes les conférences, tu sais, j'en allais beaucoup Ouais. auparavant. Heu, Puis bon, oui, il y avait des personnes qui étaient des fois qui étaient pas en accord, mais parce que ma posture n'était pas justement de vouloir convaincre et de dire: Ouais. «Voici, c'est la vérité de la vie». Mmh. Mais finalement, j'ai été très, ça a bien passé et je pense justement que le fait que j'avais cette partie très rationnelle et sceptique en moi, Ouais, ça a qui là aidé. aussi je rejoignais les personnes, en fait. Bah, oui, je Et je passais pas pour quelqu'un de perché, puis mon discours était quand même si on parlait de spiritualité et c'est pour ça que l'éthique pour moi, elle est si importante qu'on parle de ces aspects-là pour bien travailler, de façon que ça soit carré. Pour moi, c'est vraiment, essentiel. et tu as eu des doutes, sur le fait de souhaiter continuer ce travail ou pas? C'est arrivé à un moment donné, effectivement, j'avais, j'avais eu des personnes parce qu'au départ, ben, j'avais pas tout ce qu'on a aujourd'hui, hein, comme background. Donc, puis j'étais au début de ma pratique, fait que j'avais moins d'outils et j'avais eu un certain nombre de clients que j'avais rencontrés que ça avait pas été super. Tu sais, j'avais pas le senti qu'il y avait quelque chose de porteur vraiment qui en était ressorti. Quoique aujourd'hui qu'on on le sait que parfois ça se réalise plus tard. Mais sur le moment, je voyais que puis je voyais aussi un peu de déception, puis moi, tu sais, je suis hyper sensible en tant que personne, fait que j'avais de la difficulté à gérer qu'une personne puisse sortir déçue. Puis au point jusqu'à un moment donné, j'ai dit: «Encore une fois», j'ai dit: «Là, les amis, si vous voulez que je continue, f tu sais, mettez des personnes qui ont besoin pour qui ça va aider ce que je fais». Je te mens pas, les 3 clients qui ont suivi, que j'ai rencontrés, à la fin de la séance donc ça de 1, ça a bien fonctionné. Et de 2, à la fin de la séance, spontanément, le client a dit: «Mon guide a un message pour toi». Alors qu'on le sait dans notre pratique, on ne pose pas ces questions-là. On dit pas: «As-tu des messages pour moi?» Et dans les 3 cas, ils ont dit: «Mon guide a un message pour toi, que c'est important de continuer». Une autre, c'est: «Tu es au début de quelque chose, ça va se transformer, mais c'est important que tu le fasses». Et un autre qui était dans cette direction-là. Mais les 3 messages et là, je me suis dit: «Bon, OK, c'est quand même intéressant». Et ça m'a permis de persévérer et développer. Et d'ailleurs, ça a été vraiment cet inconfort que j'étais capable de gérer, heu, parce que si je voyais des personnes, pour moi, il faut que ça marche, là. Fait que c'est pour ça que j'ai tant développé, plan A, plan B, plan C, plan D, plan E, même, à l'extrême un petit peu avec le recul. Parce qu'il y a des facteurs qui ne dépendent pas de nous non plus. Mais ça a été vraiment, c'est ce qui a permis aussi de solidifier beaucoup l'approche pour que j'arrive vraiment, au point que quand ça fonctionnait pas, ben, je voyais que c'est pas «ma faute» entre guillemets. Tu sais, qu'il y avait quelque chose peut-être à travailler chez l'autre, c'est pas un manque de compétences de ma part, qu'il y avait un travail à faire. Donc ça a été quand même aidant de développer tout ça par la Mmh. suite, ouais. Mmh. Ouais, ça t'a aidé à approfondir. Et qu'est-ce qui t'a le plus marqué Ouais. dans tes premières expériences d'accompagnement? Ben, moi, je me rappelle, hein, la 1re fois quand j'étais allé à Montréal, parce que quand j'ai commencé à charger financièrement, parce qu'au tout début, ben, j'avais pas de réseau, hein, fait que moi j'allais sur ça s'appelait Plug à Sherbrooke, je pense que c'est même plus vraiment en vigueur, mais c'est un site web qu'on pouvait proposer un petit peu comme au Bon Coin, des choses comme ça, tu proposes des services. Fait que là, je proposais mes services gratuitement.
J'allais chez les gens. Fait que c'est comme ça que j'en faisais au départ. Fait que j'allais chercher de l'expérience. À un moment donné, quand je commençais à voir que ça se tenait, je disais, ah, je vais y aller, pardon, donnez ce que vous voulez. Puis à un moment donné, quand je commençais à être assez solide, là, j'ai commencé à charger. Et puis je me rappelle la première fois quand j'ai été payé, puis j'étais à Montréal, j'étais allé manger dans le restaurant. Puis là, j'étais là, je dis, mais je peux pas croire que je suis payé pour faire ça. Parce que j'avais l'impression que ça touchait, je voyais la gratitude, je voyais dans le visage des personnes, puis c'était tellement nourrissant. C'est vraiment le sentiment que c'est un privilège de contribuer, de participer à notre petite mesure, tu sais, mais faire partie de ça. Et là, j'étais là, je dis: «Waouh!» Ça a été vraiment fait que c'est ça, moi, qui m'a vraiment marqué parce que pour moi, c'est important, comme plusieurs, je pense, tout thérapeute dans l'âme, il porte ça quelque part, le souhait de faire une différence dans la vie des gens. Si les gens le souhaitent, à quelque part, faut pas le forcer non plus. Mais je portais ça, je voulais faire quelque chose qui faisait vraiment une différence dans la vie des gens, puis c'est ça que je sentais dans cette approche-là. Je dis: «On touche à quelque chose, on touche à l'essentiel». Comme des fois je dis, heu, d'une perspective spirituelle, le contrat d'âme, à quelque part, c'est pas mal ce qu'il y a de plus important dans la vie de chaque être humain sur terre, de ce point de vue-là, hein. Et là, je me disais: «Mais mon Dieu, notre travail, c'est d'aider les gens à renouer avec leur contrat d'âme, les aider à avancer». Est-ce qu'il y a plus significatif comme travail que ça? Tu sais? Et c'est pour ça que pour moi, puis il y en a plein d'autres en travail qui le sont, mais pour moi, ça fait partie des approches que je me dis: «Là, on touche à l'essentiel» et je sens qu'on on travaille dans ce qui est important. Puis c'est ça, moi, qui me nourrissait de voir quand j'ai mentionné la gratitude dans les yeux des gens et les changements qui se passaient aussi, qui est évidemment intéressant. Ouais. Mmh. Ouais, donc c'est ça surtout qui t'a passionné, donc souhait de Ouais. continuer, c'était l'un des moteurs, c'est ça? Mmh. Ouais, Mmh. ouais, ouais, vraiment voir ce que l'impact que ça avait chez les gens, puis le sentiment de contribuer, que je contribuais d'une façon positive à la vie des gens, c'est vraiment ça qui a été mon moteur, en fait. Ouais. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie, en étant praticienne ou Oui, ça, spirituelle? c'est intéressant. C'est pas quelque chose que j'avais, même anticipé en faisant ce travail-là. Il y a quand même beaucoup d'aspects. Heu, je dirais la première chose qui a été assez marquante pour moi. Parce que j'avais pas, vécu beaucoup d'expériences, à ce moment-là non plus et la perspective spirituelle, j'y croyais bien entendu, hein, que oui, on meurt, puis, une revue de vie, une famille d'âme, un contrat d'âme, toutes ces informations-là. Mais c'était comme des informations qui flottaient, qui m'intéressaient, mais qui changeaient pas nécessairement ma vie tant que ça au quotidien. Mais le fait de faire ce type de séance-là, de les amener dans une vie antérieure, et des fois à la fin de la vie, j'avais l'impression d'aller chercher une expérience similaire aux infirmières qui accompagnent des mourants, puis qui se rendent compte ils ont des regrets à la fin de leur vie ou qu'ils vivent ou qu'ils auraient souhaité faire différent. Puis là, je me suis dit: «Mon Dieu, on dirait que ça concrétisait qu'à un moment donné, ça va se passer», tu sais? Puis et qu'il va y avoir une revue de vie par la suite. Fait que là, c'est comme si je me disais: «Ouais, ça va se passer», donc ça commençait à ancrer davantage, de vivre ma vie plus en alignement intérieur avec mon cœur, de façon à ce que quand je ferai ma revue de vie, je pourrais me dire: «Good job» ou être content de moi d'une certaine façon et ça a été vraiment un des aspects vraiment importants. Surtout quand à un moment donné, je me rappelle, c'était vraiment touchant cette séance-là, que la personne avait accédé à l'expérience que plusieurs expérienceurs de mort imminente rapportent, hein, mais le fait qu'il avait accédé, à ce qu'il avait fait vivre aux autres. Puis elle était un soldat, puis elle avait conscientisé toute la souffrance qu'elle avait, heu, transmise ou fait vivre aux gens, puis elle avait cette perspective-là. Puis là, je me suis dit: «Mon Dieu», tu sais, fait que ça l'a amené un niveau de conscience dans qu'est-ce que moi je fais vivre aux gens autour de moi, tu sais? Et fait que ça a été quand même quelque chose d'assez significatif et ce qui au point tel qu'aujourd'hui encore à ce jour, quand je vis une situation difficile ou un conflit ou quelque chose, c'est presque un réflexe de m'imaginer à la fin de ma vie, puis je me dis: «OK,
ça serait quoi la décision, le comportement que tu dirais, ouais, ça, ça, ça va, tu sais, ou je suis content de ça. Euh, et ça, en tout cas, moi, personnellement, ça m'aide à voir vraiment parfois dire, ah, tu vois, ça, c'est l'orgueil qui voulait ça. Et ça, et parfois, c'est pas ce que je veux entendre, mais mais c'est ce qui fait le plus de sens. Donc, il y a cet aspect-là, mais il y a aussi l'aspect de sensibilité à l'autre, de connexion à l'autre. Puis ça m'a surpris quand j'ai eu ma première expérience. Parce que moi, il faut le dire, à la base, bon, je mentionnais que je n'étais pas un bon sujet d'hypnose à la base, mais je n'étais pas quelqu'un aussi qui avait une facilité de vivre des expériences. Moi, j'allais dans des groupes de méditation ou qui avaient des visualisations guidées, ces choses-là. Puis j'étais le gars dans la salle que il voyait rien, il sentait rien, mais j'étais content parce que je rencontrais d'autres personnes, puis c'était correct. Donc, j'avais comme fait un petit peu de la paix avec ça. Mais ce que j'ai remarqué, c'est en faisant ce type de travail-là, puis vu qu'on se concentre tout le temps sur quelqu'un, c'est comme s'il y a une capacité à synchroniser, en fait, avec l'autre qui vient et qui, à un moment donné, vient qu'on perçoit, on peut percevoir ce que l'autre perçoit, en fait. Et quand j'ai eu cette première expérience-là, de voir que avant même que je pose les questions sur le détail, ou que la personne plutôt me partage les détails de la scène dans laquelle ou l'environnement dans lequel elle se trouvait, ben, j'avais déjà vu qu'il y avait des personnes habillées en rouge alentour, c'était un temps de guerre, puis il y avait des discussions, puis là, elle commence à me rapporter exactement la même chose, puis là, ça fait ah oui. Et là, je remarquais aussi qu'avec certaines personnes, des amis, ou même parfois des inconnus, mais que tu sens que tu es sur la même longueur d'onde. Tu sais, la capacité des fois d'avoir l'impression de pouvoir compléter les phrases, il y a des choses qui venaient. Fait que ça a développé ma facilité à connecter avec les gens et développé beaucoup mes habiletés de communication. Parce que comme on le sait, tu sais, toutes les présuppositions, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait faire qu'est-ce qu'on fait voir ou comment l'autre reçoit ça, tu sais, dans son cerveau. L'ordre, parfois même, de quand on dit certaines choses, tout peut avoir un impact. Donc, ça m'a vraiment amené aussi à être plus un communicateur plus conscient. Mais au-delà de ça, je te dirais ce que ça m'a vraiment apporté, ça a été vraiment une joie intérieure de sentir que je suis en alignement, que je fais ce qui me plaît, ce qui me fait, ce qui résonne en moi, puis ce qui aide aux gens. Puis je pense que peu importe le travail qu'on fait dans la vie, quand on le fait puis qu'on sent qu'on est à la bonne place, ben, on se sent plus en joie, tu sais? Et donc c'est pour moi, ça a été vraiment cet état d'alignement-là et de joie combiné à ce que je viens de mentionner là, qui a vraiment, changé quelque chose dans ma vie. Mmh. J'entends vraiment. C'est sûr. Et tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais peut-être tu peux en parler davantage à propos de l'approche. Comment est-ce qu'elle a évolué au fil des ans? Ouais, ben, c'est ça. Dans le fond, ça a été vraiment, à partir du moment Heu, en fait, on a eu différentes sections. Tu sais, quand j'ai commencé au départ, puis j'ai étudié avec, Dolores Cannon et compagnie, ça a été la première approche et ça, ben, il y avait un niveau praticien par la suite, donc il y avait juste une formation à ce moment-là, c'était le niveau praticien. Puis après ça, ben, comme j'ai mentionné, est venu tout l'aspect du processus d'intégration, de transmutation qui a été, un 2e niveau, qui a été le niveau maître praticien qui est venu et hem et par la suite, c'est là que et là, toi, tu avais participé dans les je pense dans les premiers à maître praticien ou dans ces eaux-là, je pense peut-être les 2 Oui, troisièmes quelque chose comme ça oui, ça. et ouais et c'est là que ça a développé et par la suite, c'est là que quand tu as commencé à apprendre, ben, je me rappelle, on avait eu beaucoup de conversations, tu t'expérimentais, puis c'est ça que j'avais apprécié beaucoup de ton côté, c'est que tu avais déjà des patients et tu as pratiqué avec plusieurs patients que tu voyais sur plusieurs fois. Ça a été, je pense, une force parce que, de façon générale, dans l'approche traditionnelle, on ne voit pas les gens souvent. Et là, quand
t'expérimentais, puis là, on se faisait des petits lives, puis là, tu me partageais: «Ah, qu'est-ce que tu penses? Telle affaire, telle affaire». Ben, à chaque fois, j'étais là: «Ah», je dis: ben oui, c'est une bonne idée». Puis c'est là, je pense que le background, ce que tu développé finalement par la suite pour compléter, améliorer, c'est là que ça l'a mené à une approche qu'à un moment donné est venu le temps de dire: «Bon, ça serait bien d'avoir une approche qui combine les 2 morceaux», parce que pour moi, c'était important parce que je voyais qu'il y avait des personnes parfois qui allaient pas dans le deuxième morceau, qui faisaient pas le maître-prêtre, faisaient juste le premier. Puis la raison, en fait, c'était que et ça, c'est un peu ce que parfois j'appelle le problème avec l'hypnose spirituelle, mais c'est pas dans le mauvais sens là, mais c'est que, heu, quand tu pas nécessairement un processus d'intégration approfondi, on en donnait des petites parties là, mais il était pas approfondi. On va avoir des clients que juste connecter avec leur guide, juste connecter, avec une vie antérieure, ressentir l'amour inconditionnel, c'est suffisant pour être heureux. Mais quand nous autres, on regarde ça de l'extérieur, on se dit: «Ouais, mais il y a peut-être, je sais pas, 15-20 du travail qui a été fait, puis ça aura peut-être pas un potentiel d'influence positive aussi vaste que s'il y avait un processus d'intégration en bonne et due forme qui avait été fait». Et c'est pour ça à ce moment-là, moi, j'ai vraiment conscientisé. Je me suis dit: «Oh my God, en hypnose spirituelle, c'est pas comme les autres approches thérapeutiques», parce que d'habitude, dans les approches thérapeutiques, bon, tu me corrigeras si je me trompe, mais de façon générale, je pense que quand le client sort puis qui est heureux, ben souvent, en tout cas, tu as fait du bon travail quelque part. En tout cas, c'était ma croyance. Mais en hypnose spirituelle, la personne peut sortir avec un gros sourire, mais sans que tu aies nécessairement fait du bon travail, approfondi, disons ça comme ça. Fait que c'est pour ça que je me suis dit: «Bon, ben, ça prend, faut élever la barre. Faut pas juste avoir le sourire du client comme pour évaluer, en fait, la qualité de la séance qui a été vécue. Fait que c'est pour ça que pour moi, c'était important. Fait que les gens, il y a des personnes qui faisaient juste le niveau praticien puis disaient: «Ah, je suis correct». Je dis: «Oui, mais non». Fait que c'est pour ça que ça a été: «Bon, ben, développons tout le truc». Et là, on s'est vraiment assis, toi et moi, pour vraiment réfléchir, hein. Qu'est-ce qu'on met là-dedans? Comment on organise ça? Pour vraiment avoir un process qui est sur 8 mois maintenant avec, beaucoup des supervisions, plein de choses que tu as contribué aussi, hein, qui ont beaucoup amélioré, qu'on n'en parlera peut-être pas aujourd'hui, mais on aura l'occasion dans le podcast, je pense, que de parler de ces améliorations éventuellement, là. Fait qu'aujourd'hui, on a vraiment quelque chose de complet qui peut vraiment, convenir aux personnes, même s'ils ont aucune formation d'hypnose ou de quoi que ce soit. Vraiment, on commence du début jusqu'au bout. Mmh. Oui, je me souviens, c'était en Égypte quand on essayait d'en parler, tu te souviens? C'était en Égypte, au séminaire de, Daniel Meroy et Marie-Joanne Croteau-Meroy. C'est le séminaire et on cherchait à approfondir comment aider à être, hem, plus juste dans la posture et plus, accompagnant dans l'intégration. Je me souviens que c'était à ce moment-là, c'était vraiment un sujet important. Et qu'est-ce qui, dans les améliorations qui ont été Ouais, apportées à la formation, te plaisent tout particulièrement, te rendent heureux? ouais, en fait, c'est ça. Moi, il y a certaines choses, bon, il y en a plusieurs, mais le fait de développer l'autonomie de la personne, ça, Mmh. c'est quelque chose qu'on n'avait pas avant dans la formation. Et parce que c'est vraiment l'art de poser les bonnes questions au bon moment quand la personne en a besoin, en fait. Et je me rappelle, puis je pense que tu te rappelles probablement sans doute aussi, je pense que c'est dans notre premier groupe que la vie a mis sur notre chemin, une expérience qui m'a fait réaliser ça, parce que dans notre premier groupe, en fait, il y avait des praticiens qui ont suivi notre formation auparavant, puis il y en avait qui avaient suivi notre formation traditionnelle, puis qui avaient certains qui avaient déjà commencé à apprendre avec toi. Puis je sais pas si tu te rappelles, mais dans la formation, ils pratiquaient donc en équipe pendant la formation. Puis à un moment donné, il y a 2 groupes que il y avait pas plus de son. Fait que les sujets n'entendaient plus les praticiens. Et la personne qui avait étudié avec toi, ben, elle continuait à parler. Puis l'autre attendait de se faire poser des questions. Et c'est là que je me suis dit: «Ah oui, dans le fond, on n'entraînait pas les personnes vraiment à développer leur capacité à les suivre, à développer l'autonomie». Fait que pour moi, ça a été vraiment, une prise de conscience qui a été importante. Et quand on approfondit le processus,
comment accompagner justement pour faire ça. Puis surtout, ça, c'est l'autre tour de force que tu as réussi à faire qui m'a vraiment impressionné, c'est le fait de, dès le départ, ne pas avoir le manuel comme, comme béquille. Tu sais, le manuel est important, les questions sont importantes, mais d'apprendre à développer la connexion dès le départ, parce que c'est là que vraiment ça vient, parce que sinon ça devient un processus mental. Et ça, pour moi, ça a été quand tu as présenté ça, puis que j'ai vu les résultats dans la formation. On arrive à la fin, puis là, on dit, mon Dieu, mais c'est le jour et la nuit quand on enseigne de cette façon-là. Donc, pour moi, ça a été vraiment très significatif. Et quoi d'autre? Et d'autres aspects justement que ah oui, rendre le processus beaucoup plus fluide. En fait, avant, le processus je m'en rendais pas compte, mais il était directif. Oh oui, En certains endroits, il y avait une certaine direction ah oui. et que là, puis il y avait façon de rendre ça à la fois moins directif et plus simple pour le praticien. Fait que je me suis dit, mais c'est Ouais. merveilleux. Puis avec ton background aussi, le fait d'attirer l'attention vers certains aspects de l'expérience pour mieux comprendre au niveau psychologique, par exemple l'enfance, la personne ou certaines. Fait que dans la façon de fonctionner, pour moi, ça a été toutes des améliorations qui faisaient du sens. Hein, c'est pas quelque chose que tu as essayé de me convaincre. Moi, à chaque fois que Mmh. j'entendais, je me disais, ben oui, ben oui. Il y avait pas d'argument, là. C'était pas genre, ah oui, il faut faire ça. Moi, je pense que c'est une de mes qualités à quelque part. J'ai un de mes enseignants qui disait, dis-moi, je suis un esclave de la logique. Bon, j'aime pas le mot esclave, mais dans l'esprit, je suis un peu comme ça, dans le sens que si j'entends quelque chose qui fait du sens, pour moi, c'est pas de m'accrocher puis de dire, oh, on fait ça avant, puis Tu on défend. Je dis, l'ouverture de la allons-y. logique. Tu l'ouverture. Voilà. Ouais, Mmh. ouais, Ah, ouais, c'est ça. Pour moi, c'est si important ça fait sens, c'est logique, d'améliorer les tu t'y choses. ouvres facilement. Voilà. Mmh, mmh. Mmh. Oui, oui, oui. Puis ça, puis un exemple de ça, c'est arrivé avec Benjamin Nérial, qui a Oui. été un de Mmh. nos enseignants, puis il avait suivi la formation en hypnose spirituelle, parce qu'il avait suivi, c'est ça, nos formations au début. Puis ça a été la raison pour laquelle je l'avais choisi pour devenir notre enseignant par la suite, parce que dans la formation, bon, j'enseignais l'induction, puis tout ça, puis là, lui, il lève la main, puis il dit, ah, mais dans l'induction, pourquoi on mettrait pas cette partie-là avant de telle partie? Puis là, je prends un moment, puis je dis: «Ben ouais, puis tu raison. On va faire ça à partir de maintenant». Puis là, tout le monde dans la classe était là, puis tu sais, il était surpris, puis moi, j'étais là, je dis: «Ben non, non, ça fait du sens, allons-y avec ça». C'est pas une question de laisser l'orgueil rentrer puis dire: «Ah mais moi j'ai raison» ou rentrer. Moi, quand j'entends quelque chose que c'est logique, on dirait que tout ce qu'il y avait avant, c'est même plus important. Maintenant, c'est ça, puis avançons avec ça. Fait que je pense que Ouais. ça Ah non. et Mmh. c'est en partie, cette ouverture-là, je pense, qui a aidé à développer aussi, notre approche aujourd'hui, qui ouais. C'est vrai que ça, moi, c'est quelque chose qui m'a sauté aux yeux, cette ouverture et cette, dans l'IHS en général, la manière dont, chaque, apport venait se cumuler à des compréhensions et ça venait s'ajouter et quelquefois ça venait même remplacer. Mais il y a toujours eu une évolution, constante, j'ai trouvé, dans la manière dont l'IHS s'est adapté, s'est ouvert, Oui, ouais, ouais, ouais. Et parle-moi un petit peu de comment est-ce que l'Institut international est né? oui, c'est ça aussi, c'était en fait, l'institut est né, même si je le portais en moi quand même assez tôt, mais il fallait que je fasse mes preuves, hein, que je fasse mon travail, que je développe quelque chose de solide avant d'en arriver là. Mais là où ça a été le moment charnière, c'est que j'ai été, contacté parce que ce que je faisais aussi, quand je commençais à faire des séances, je faisais des tournées en France. Mais je faisais des séances, fait que c'était pas des formations, fait que j'allais faire des tournées en France, puis j'avais des villes. Donc je faisais ça. Je partais 2 3 mois, j'ai fait ça quand même pendant un certain temps. Et heu et là, j'ai été invité par une école d'hypnose, qui est en France et qui m'ont invité justement à faire des séances avec tout le monde, la grande majorité des personnes, autant
les personnes qui travaillent pour l'école, autant certains de leurs élèves. Je suis resté là une bonne semaine, non, peut-être même 2 semaines. En tout cas, ça a été quand même, puis je faisais des séances toute la journée, à chaque jour. Ça a été très intense. Et puis après ça, l'école m'a invité parce qu'ils voulaient tester, en fait. C'était ça l'idée. Ils voulaient tester ce que je faisais pour ensuite offrir la formation. Fait que là, après ça, ils m'ont dit, on a bien aimé ce que tu as fait. Est-ce que tu accepterais de donner la formation? Ben, je dis avec plaisir. Donc, j'ai donné la première formation et là, ça a super bien été. Et après ça, j'ai donné d'autres formations. Puis à un moment donné, je me suis dit, bon, ben, je pense que je suis mieux de le faire par moi-même, en fait, parce que c'est là que mon rêve, ou ma vision, rêve, peu importe comment on le nomme, est revenu. Puis je dis: «Bon, ben, là, je pense que c'est le temps. J'ai les compétences, j'ai donné la formation, ça passe, tout est OK». C'est une école quand même reconnue. Je me dis: «Bon, si ça passe ici, c'est parce que ça passe, ça va». Et donc c'est là que l'institut est né. Et dis-moi, pour toi, en quoi c'est important que ce travail existe aujourd'hui? Ouais, c'est important parce que je pense que notre approche, apporte une contribution qui est, à mon sens, importante, et qui est le début de quelque chose que je pense qu'on va voir de plus en plus dans le futur, selon moi. Peut-être je me trompe, mais selon moi. Puis c'est un peu cet aspect-là, qu'on a accès à une conscience sage dans le processus que tu appelles la triangulation. Tu sais, le fait qu'il y ait vraiment dans le processus d'accompagnement une intelligence sage à laquelle on fait appel et qui est le thérapeute, en fait, et qui transmet les enseignements, qui aide dans le processus. Et à mon sens, ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau en accompagnement. Et c'est pour ça que pour moi, c'est important qu'on continue à développer ça parce que je pense que on se dirige un petit peu dans ça, vers ça dans le futur. Moi, j'ai pas de misère à imaginer qu'il va y avoir une diversité d'approches qui vont naître éventuellement basées sur des principes un peu similaires, et tant mieux. Je pense que ça va être aidant à ce niveau-là. Mais je sens qu'on est un peu des précurseurs à ce niveau-là, puis c'est pour ça que c'est important pour moi de contribuer à notre couleur, hein. Je dis pas que c'est la meilleure approche pour tout le monde, mais c'est une approche qui, à mon sens, est très efficace et très. Et ce que j'aime beaucoup, c'est très pur dans sa façon d'accompagner parce qu'on veut pas contaminer l'expérience, on veut pas imposer quelque chose, on veut vraiment que ça vienne de la façon la plus naturelle. Tu sais, à un moment donné, quand tu mentionnais, puis ça aussi, ça résonnait en moi quand tu en parlais, le fait que la science existe déjà à quelque part et que on veut accompagner pour lui permettre, ben pour ça, ben il faut vraiment faire attention de la façon qu'on l'accompagne pour permettre à fleurir à sa façon cette expérience-là. Mmh. Mmh. Et parle-moi un petit peu de ta vision de l'IHS, aujourd'hui. Oui, pour l'IHS, vraiment, avec notre nouvelle formation, je dirais que ce qui est de plus en plus présent, puis c'est derrière une des raisons derrière ce podcast-là aussi, c'est vraiment de s'adresser de plus en plus, pas juste aux thérapeutes holistiques, pas juste aux personnes en reconversion professionnelle qui ressentent l'élan de faire ce type d'accompagnement-là, mais toucher aussi les professionnels de la relation d'aide, les professionnels de la santé. Et c'est ça que je suis vraiment content qu'on ait des psychologues, des infirmières, des médecins même, qui s'inscrivent à notre formation parce qu'il y a justement cet aspect éthique-là. Et pour moi, ça me touche beaucoup quand il y a des personnes qui ont ce travail, qui font ce travail-là, puis qui reconnaissent justement qui peuvent utiliser ça de façon OK. Parce que quand on accompagne, parfois en tant que thérapeute, surtout quand on a un ordre ou quelque chose comme ça en arrière, Heu, c'est la ligne elle est mince, on n'est pas un enseignant spirituel. On n'est pas là pour convertir qui que ce soit de quoi que ce soit. Donc c'est comment on suit cette ligne-là, puis notre approche, je pense qu'on a vraiment trouvé la façon qui permet d'accompagner de façon juste, que de rien imposer dans l'expérience de la personne. Et ça, c'est quelque chose que à l'IHS, bon, on va se diriger de plus en plus pour les professionnels pour qui c'est OK avec leur ordre, bien évidemment. Parce que si on prend au Québec, c'est pas permis pour les psychologues au Québec. Mais à part le Québec et l'Israël, à ma connaissance, partout, c'est possible de le faire, mais il faut bien le faire.
Fait que c'est pour ça que pour moi, c'est important cet aspect-là éthique qu'on a mentionné et que je suis certain que pendant le podcast, dans d'autres épisodes, c'est des thèmes qui vont revenir et que je vais aborder aussi avec d'autres personnes aussi parce que pour moi, c'est fondamental. La spiritualité, ça devient de plus en plus présent. Tu sais, on assiste à un essor depuis un certain nombre d'années, mais en même temps, il y a, il y en a de toutes les couleurs. Disons ça comme ça. Fait que c'est pour ça que c'était important pour moi de vraiment d'y aller, qu'on rentre pas dans ce qu'on pourrait appeler le New Age, à quelque part, et demeurer dans une spiritualité saine, ancrée, qui responsabilise, qui n'est pas dans ce que tu mentionnais au départ, de l'ordre de la croyance. Dans notre approche, on ne veut pas que personne croie quoi que ce soit. En fait, on veut qu'ils expérimentent, qu'ils vivent et qu'ils trouvent leur propre chemin. Donc Ouais. ça, c'est ça qui est important pour moi, puis que je souhaite dans le futur qu'on puisse développer davantage. Mmh. Ouais, quand tu dis leur propre chemin, c'est tellement important parce que c'est vraiment eux-mêmes qui perçoivent et rien que ça déjà, je trouve que ça fait tellement de différence que la personne voit elle-même. Et quel serait ton Ouais. souhait là pour les personnes qui, vont écouter ce podcast? Ouais, ben, je dirais que mon souhait en arrière de ça, c'est vraiment que ça puisse peut-être aider. Évidemment, on va parler de notre approche, hein, donc pour les personnes qui ont peut-être un intérêt, soit en tant que sujet qu'en tant que praticien, qu'ils puissent trouver les informations pour décider si ça résonne en eux, dans leur cœur, soit de vivre ces expériences-là, soit d'accompagner les gens avec ces expériences-là, avec ce processus-là, mais aussi, et c'est pour ça que c'est important pour moi aussi d'ouvrir avec des auteurs ou des thérapeutes, parfois de d'autres approches qui font pas de l'hypnose spirituelle, et, euh, et aller chercher justement peut-être justement des psychologues qui intègrent la spiritualité, comment ils le font, pour aussi montrer, une diversité d'approches parce que moi, je suis convaincu qu'il y a rien qui est pour tout le monde, hein. Je veux dire, il y a quelque chose, si on va vers ce qui nous résonne et c'est pour ça que montrer une diversité, mais en choisissant des personnes vraiment que tu sais, sont bien reconnus dans leur domaine, puis qui font ça une pratique éthique. Donc, c'est de montrer comment on peut intégrer la spiritualité de façon éthique à travers une diversité de processus. Donc, ça, je pense, ça, c'est quelque chose qui me parle, puis que je pense qu'il va aider à créer une sorte de communauté de personnes, autant des sujets que des thérapeutes qui se disent, bon, ben, allons écouter ce que les autres font, comme ça va peut-être nous donner des idées, puis ça va peut-être s'entraider comme ça. Fait que c'est un petit peu ça qui me fait vibrer par rapport au podcast, puis que je souhaite que ça puisse servir aux personnes qui vont y participer. Mmh. Merci beaucoup pour ce moment. Merci, voilà, je trouve ça très intéressant de comprendre ton cheminement et voir où est-ce que ça t'a amené. Merci. En tout cas, j'espère que ces podcasts intéresseront et toucheront autant que ces sujets nous intéressent. Merci. Ben, merci à toi, Isabelle. C'était une belle rencontre. Puis de toute façon, on va avoir la chance d'échanger dans de futurs podcasts sur diversité de sujets. Donc, si jamais vous écoutez en ce moment puis que vous souhaitez participer, ben, n'hésitez pas, vous pouvez liker parce que je pense que vous recevez une notification quand vous likez le podcast. Et sinon, on va se retrouver dans un prochain épisode. Donc, au revoir tout le monde. Au revoir. Merci. Vous avez aimé cet épisode? Eh bien, je vous invite à nous suivre sur votre plateforme d'écoute préférée et à vous abonner sur YouTube. Et si vous voulez nous encourager, nous aider à rejoindre plus de gens, laissez un like ou une note de 5 étoiles là où vous nous écoutez. Ça prend 5 secondes et ça fait vraiment une différence. Merci beaucoup et à très bientôt.